Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Alors aujourd'hui, on va recevoir, comme le lundi dernier, Dr Hicham Ben Abbas Darji, gynécologue obstétricien à Casablanca. Bonjour, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir docteur, ça va, vous allez Ça bien? va? Merci, alhamdulillah. Très Excusez-moi, bien. j'étais sur un autre live et donc j'ai arrêté pour commencer avec vous à 21h. Ah d'accord, ok, mais ben merci. Non, je vous en prie. Déjà, je réitère mes remerciements d'avoir accepté d'être avec nous chaque lundi pour une série de lives concernant la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Ah, c'est un plaisir. Vous n'avez pas à me remercier. C'est moi, au contraire, qui vous remercie de me donner cette occasion d'expliquer aux gens. C'est un véritable plaisir. C'est vraiment une joie que parce que d'essayer d'expliquer, de rassurer les gens par rapport, les femmes par rapport à leur accouchement, par rapport à la grossesse. C'est vraiment un plaisir parce que Tana, je me sens utile. اللي دار خير دير خير ترجع بالخير. Et Alhamdulillah, je c'est avec grand m'enrichis en plaisir. même temps parce que moi-même, avant de pouvoir donner des réponses ou quelque chose, ben, je suis obligé d'aller lire ou des fois, les questions des auditrices, des femmes, vont me faire réfléchir et aller chercher une réponse si je ne l'ai pas. Donc, avec C'est clair, plaisir. c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. Ben, pour le live du lundi dernier, on avait parlé du suivi de grossesse, donc tout ce qu'il faut savoir pour poursuivre la grossesse. Pour le live de ce soir, on a choisi le sujet césarienne ou voix basse. Est-ce qu'on a le choix? Donc, on va commencer par la première question, c'est comment savoir si on peut accoucher par voie basse ou césarienne? En fait, la question est très vague. Mhm, Grosso modo, bien sûr que la plupart du temps, on a le choix. En mhm, fait, je vais faire juste une introduction. Comment se fait l'accouchement? d'accord. L'accouchement, je dirais, une confrontation, une épreuve entre un mobile fœtal, un bébé, en fonction de la présentation qu'il a, et donc ses dimensions, et les dimensions d'un bassin. Donc, est-ce qu'il arrive à passer? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle? Et troisième, un moteur utérin. Donc, c'est la combinaison de trois choses. La présentation qui se présente devant ce bassin pour passer, la taille Mhm, de ce bassin et la contraction utérine qui va assurer la descente. Et donc, chaque fois et nous, tous les gynécos, comme toutes les sages-femmes aussi qui font des accouchements, qui en font beaucoup, eh ben, on va évaluer est-ce que ça peut passer ou pas. Je dirais un exemple. Quand vous avez une présentation transverse, c'est-à-dire une présentation qui n'est pas longitudinale, qui est mhm, horizontale, c'est évident que les dimensions de ce qu'on appelle le plus grand diamètre, les dimensions de ce diamètre, eh ben, il est deux fois plus grand que le bassin, que le diamètre du bassin, et donc ça va pas passer. Et donc cet utérus, mhm, il va forcer, il va forcer, il va forcer, jusqu'à éclater. Donc c'est quelque chose de ça. d'accord. Donc la présentation,
on le voit d'abord, comment il est présenté. Quand on a un bébé très gros, eh ben, si on a un bébé qui est très gros, avec une hauteur utérine qui est excessive, supérieure à 36-37 cm de hauteur, vous voyez que c'est un énorme bébé, eh ben, c'est un macrosome, il y a un irlève, eh ben, vous vous dites, il pourra pas passer. Deuxième des choses qu'on voit, c'est les dimensions de ce bassin. Donc, on va évaluer cliniquement ce bassin. On va le palper, c'est le au toucher vaginal. On va essayer d'apprécier les différentes parties de ce bassin. Est-ce qu'on le palpe? Est-ce qu'on palpe des structures osseuses, notamment ce qu'on appelle l'épine sciatique au niveau du détroit moyen? On va essayer de palper ce qu'on appelle le promontoire. Il y a une musique. On va essayer de palper le promontoire. C'est un os qui est du détroit supérieur. Donc, pour essayer donc de voir est-ce que ce bassin semble suspect ou pas. D'autres éléments que voyaient les sages-femmes avant, par exemple, est-ce qu'il y a une boiterie? Est-ce que la dame boite? Est-ce que la dame est très petite de taille? C'est des éléments aussi cliniques qu'on voyait. Et troisième des éléments, est-ce qu'il n'y a pas un truc particulier? Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un utérus cicatriciel? Est-ce que c'est pas un utérus fragile qui vient d'être opéré, qui a été déjà opéré 2 ou 3 fois? Est-ce qu'il n'y a pas le moteur utérin? Est-ce qu'il y a des contractions qui sont efficaces? Quatrième élément, le terrain sur lequel va se faire cet accouchement. Est-ce que c'est un bébé qu'on appelle eutrophique, c'est-à-dire qui est en très bonne santé, qui a pas de souffrance fœtale chronique? Est-ce qu'il n'y a pas d'hypertension artérielle chez la maman? Est-ce qu'il n'y a pas de saignement? Est-ce qu'il n'y a pas de diabète avec un gros bébé? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture prématurée des membranes avec ce qu'on appelle un oligoamnios, c'est-à-dire très peu de liquide? Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, un problème particulier infectieux? Est-ce qu'il n'y a pas de diabète? Je l'ai dit. Donc, on va voir tous ces éléments. Et s'il y a un des éléments qui est anormal, eh ben, on va remettre en question la voix basse. Si on a un bébé de poids normal sur un bassin qui est de taille normale, qui est de taille cliniquement normale, on arrive à le palper et qu'apparemment ça se présente bien, avec une belle présentation de tête, avec des contractions, une entrée en travail qui est régulière, avec des contractions efficaces qui vont faire une dilatation régulière du col, eh bien, marhaba, on essaie la voix basse. S'il y a des anomalies, eh bien, on peut toujours passer à la césarienne. À la césarienne. D'accord, ok. D'accord. Docteur, vous avez parlé de la taille de la maman. Donc, est-ce que la taille de la maman rentre dans les conditions d'avoir un accouchement normal, un accouchement en voix basse? Souvent, la taille de la maman est aussi corrélée à la taille du bassin. C'est pas toujours le cas. Il y a des mamans de petite taille qui ont un bassin large, qu'on appelle un bassin platypéloïde, il est assez plat, et donc il est assez large. Mais généralement, quand on est petit de taille, on pense avoir un bassin suspect. Et par exemple, quand je vais voir une femme très petite de taille, je dirais moins de 1m50, alors bien sûr à 1m40 et tout, mais je vais évaluer encore le bébé, la taille de ce bébé. D'accord. Si c'est un accouchement d'un bébé de 2 kilos, peut-être qu'il peut passer. Mais un bébé de 3 kilos, de 3 kilos et demi, c'est pas sûr qu'il passe. D'accord. C'est pas sûr qu'il passe. Et c'est là, par exemple, quand on a une suspicion de bassin, de bassin suspect, eh ben, on peut demander là des mesures de la taille réelle du bassin objective par ce qu'on appelle une scanopelvimétrie, un scanner du bassin pour avoir des dimensions objectives et de nous dire est-ce que il y a des mensurations particulières qui permettent ou non un accouchement par voie basse. Mais encore une fois, ça dépend aussi de l'âge de la grossesse et du poids du bébé. Même si elle a un bassin qui est petit, si c'est un prématuré à 30 semaines, éventuellement, on peut accepter la voie basse parce qu'il est petit. D'accord?
D'accord? Mhm. Voilà. Oui, oui, c'est clair. Alors, donc ça, bien sûr, directement, on passe à la césarienne quand la grossesse, elle est risquée, etc. L'accouchement aussi, il est risqué. Oui? Et quand la grossesse, elle est normale, est-ce que, est-ce que la maman a le droit de demander une césarienne? Que dit la maman, quand Ah, un homme ah, cadrage, elle a la voix basse, wesh, on passe dans ce cas à la césarienne. ça, c'est un grand débat Mhm, auquel même les médecins n'ont pas de, même la justice n'a pas de réponse. mhm, Si vous voulez, en France, je connais pas vraiment la loi française, mais vous ne devez vraiment, en cas de complication, un tel khabir, un tel, c'est vous mhm, li arf. mhm. Mais en cas de complication, on peut vous reprocher d'avoir fait une césarienne de convenance. D'accord. Pourquoi vous avez fait cette césarienne? Cette Mhm, césarienne est abusive. D'accord? mhm, mhm. Mais en même temps, en France, il y a des cours de préparation à l'accouchement, C'est ça. il y a des salles de pré-travail, il y a des péridurales qui sont quasi systématiques, et Mhm. donc on encourage beaucoup les femmes à accoucher par voie basse et on les Oui, prépare oui, à c'est cet clair. accouchement Oui. préparé. Mhm, Ce qui mhm. n'est pas le cas ici, au Maroc. D'accord? Oui, Et d'abord, ça a donc, commencé. Ça a commencé, oui, mais les par rapport au préparations à nombre, l'accouchement. Par vous rapport au nombre, savez, oui. à l'hôpital, Mhm. par exemple, il n'y a pas de péridurale. Oui, Par exemple, dans la d'accord. majeure partie, Carrément. par exemple. Pourquoi? Il y a très peu. Pourquoi? La péridurale, et ça c'est un problème auquel le ministère devrait résoudre. Mhm. Par exemple, vous savez, on manque de médecins anesthésistes et même d'infirmiers anesthésistes. Et D'accord. normalement, la péridurale ou la rachianesthésie est un acte médical qui doit être fait par un médecin. Oui. Comme il n'y a pas suffisamment de médecins, eh Mhm. ben, on ne les fait pas. Et on fait des anesthésies générales. Et les D'accord. anesthésies générales sont le plus souvent, parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, elles sont le plus souvent faites par des infirmiers anesthésistes. Et donc, D'accord. on a formé des infirmiers anesthésistes, on autorise des infirmiers anesthésistes à faire des anesthésies générales, alors qu'ils ne sont pas autorisés à Mhm. faire des anesthésies péridurales et des anesthésies, je dirais, des rachianesthésies. Donc, on en D'accord. revient, il y a des préparations, des cours de Mhm. préparation à l'accouchement, il y a une gestion de la douleur Mhm. en France qui Oui. n'existe pas Mhm. au Maroc, Mhm. d'accord? Et Mhm. dans d'autres pays. Ça d'un élément. Donc, qu'est-ce qu'on disait par votre question, excusez-moi, répétez-moi. Est-ce que la maman a le droit de demander Ah, une voilà. Est-ce que césarienne? la maman a le droit de demander? Je ne vous dirai pas, je ne sais pas, Mhm. légalement, Mhm. est-ce que on a le droit de refuser ou pas. Mais Mhm. quand on a un problème, si jamais vous ne faites pas la césarienne et que vous avez un problème, le juge, il va vous dire, la dame a demandé une césarienne et vous l'avez pas fait. Mhm. Et je Mhm. vous dis, il y a énormément, un jour j'avais fait un sondage, je vous assure qu'il y a énormément de femmes qui demandent une césarienne. Il y Oui, a au oui. moins, je dirais, 40 à 50% de Mhm. femmes qui disent, comme vous dites, moi, Mhm. docteur, j'ai pas envie d'abîmer mon périnée, j'ai pas Mhm. envie de souffrir, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai envie de programmer Sabadi Ali, Mhm. j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller Oui, chez le coiffeur avant, oui. je veux programmer une césarienne. Et Mhm. après, ça reste à la libre conscience du médecin de dire j'accepte la césarienne de convenance ou au contraire, je n'accepte pas la césarienne de convenance. Au Maroc, il n'y a pas de loi qui l'interdit, je dirais, si bien sûr la patiente la demande. Maintenant, l'essentiel, vous aussi, vous devez évaluer Mhm. l'intérêt de la patiente par rapport à offrir le Ah, meilleur service à la médical césarienne. Oui. possible à la patiente, en l'informant aussi des risques. Il y a un peu plus de risques lors d'une césarienne que lors d'un Mhm. accouchement par voie basse. Il y a deux Quel- fois plus. D'accord. Pardon? D'accord. Ben, Donc, je dirais c'était quelque la chose. prochaine question. Ben, en fait, quand on a un accouchement par voie basse, Mhm. les risques immédiats, le risque par exemple de décès
la plus grave d'une femme qui accouche par voie basse, il est de faible. Il est d'environ, si je me trompe pas, de 2 pour 10 000, je pense. D'accord? D'accord? Ou là le fait de 2 pour 1000, je pense. Je me rappelle pas du chiffre exact. Le fait de faire une césarienne, vous doublez ce risque. C'est-à-dire, alors, une césarienne programmée, c'est-à-dire le matin, à jeun, programmée, dans de très bonnes conditions, une équipe en forme, vous doublez ce risque. Ce risque passe, je pense, à 4 pour 10 000. D'accord. D'accord? C'est fois 2. Mais en même temps, en valeur absolue, c'est très peu. D'accord? 4 sur 10 000. Maintenant, le risque de césarienne de deuxième intention, la mortalité dans la césarienne de deuxième intention, c'est-à-dire quand on a essayé d'accoucher par voie basse, ce qu'on appelle les deuxièmes mains, c'est-à-dire elle était dans un autre hôpital, elle a traîné du premier hôpital au deuxième hôpital, on a essayé absolument de l'accoucher par voie basse et ça passe pas, et on arrive donc à la césarienne. Là, il y a un peu plus de mortalité, on va jusqu'à 1 pour 1000, c'est ça, 10 pour 10 000. D'accord? Donc, il y a des risques de la césarienne. Maintenant aussi, il y a des risques de l'accouchement par voie basse. C'est sûr. On peut toujours avoir une hémorragie. Et il y a des risques immédiats. Alors, les risques immédiats de la césarienne, donc bien sûr le décès du fait de l'anesthésie, le décès d'une hémorragie parce qu'on a tapé un vaisseau, même si on est l'un des meilleurs chirurgiens, le risque d'embolie amniotique, c'est une complication très grave, souvent mortelle, mais très rare aussi. C'est un peu d'air qui va aller dans une veine, parce qu'on a tapé la veine, elle s'est ouverte, il y a de l'air qui est rentré dedans. C'est très rare. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le risque infectieux. Donc, il y a des complications. Maintenant, l'accouchement par voie basse, les risques sont moindres. Il y a le risque hémorragique, il y a le risque infectieux, bien sûr, mais aussi des risques à long terme. Eh bien, 20 ans, 30 ans plus tard, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a des prolapsus génitaux, c'est-à-dire des descentes d'organes, parce qu'on a accouché par voie basse plusieurs fois. Il y a des problèmes par rapport à l'épisiotomie. Il y a souvent une épisiotomie qui va faire mal, qui va donner des douleurs lors des rapports sexuels. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, moi, j'ai pas envie qu'on touche à mon périnée, j'ai pas envie qu'on me fasse une épisiotomie, et donc je préfère la césarienne. Je préfère qu'on me coupe le ventre, qu'on me coupe le vagin. Il y a des risques donc par rapport à l'épisio, et il y a des risques de douleurs lors des rapports sexuels. Donc il y a le risque de prolapsus. C'est des risques à long terme aussi que l'on voit pas immédiatement. Mais c'est vrai que je viens de faire un accouchement par voie basse ce matin. C'était beau comment est-ce que la dame elle a pu sortir, elle a couché à 5 heures du matin, elle a pu sortir à 5 heures de l'après-midi. Vous voyez? En même temps, elle m'a fait une petite hémorragie. Elle m'a fait une petite hémorragie. Bon, alhamdoulilah, on a pu gérer ça, mais n'empêche. C'est pour ça que je dirais l'accouchement, كان واحد المثل كانوا تيقولوا قبل الحمد لله ça a beaucoup diminué, mais كنا جدودنا كانوا تيقولوا المرأة حاملة رجل في الدنيا رجل في الآخرة. Oui, c'est clair. Il y avait une mortalité. Alhamdoulilah, ça a beaucoup diminué. C'est vrai. Mais il y en a encore. Malheureusement, on a encore de la mortalité maternelle post-accouchement. Il y en a un peu plus par césarienne que par accouchement par voie basse. Mais on peut avoir les deux. Et je vous dis, durant mes 25 ans d'expérience à l'hôpital, j'ai eu des complications durant des césariennes et j'ai eu des complications durant des accouchements normaux. D'accord? Mais pour en revenir à votre question de personnellement, quand une femme me demande un accouchement par césarienne, je l'accepte. Vous me faites penser, un jour j'ai eu une patiente qui voulait absolument un accouchement par voie basse, par césarienne. Et son mari et sa mère, كانوا تيقولوا لي لا شوف كيفاش تولدها par voie basse. هي
ما بغيتش نتقلب ما بغيتش تولدني. Mais vous ne pouvez pas forcer la dame. غير هذه بدات تقلبها. D'ailleurs, je ne l'ai pas couché. Finalement, je مشات علي زعما je ne l'ai plus revue. Mais vous ne pouvez pas forcer une dame. Absolument. À coucher par voie basse si elle ne le veut pas. Vous comprenez? Je me rappelle vraiment de ça. Je le disais au mari, mais comment vous allez la surveiller? Vous comprenez? Mais non, c'est une humain. La dame vous supplie de lui faire une césarienne. Revient à la maman. La décision revient à la maman, bien sûr. C'est ça. C'est ce qu'il en est. D'accord? D'accord. Et en fait, on a parlé des risques après l'accouchement à voie basse. Et quels sont les risques, en fait, après une césarienne? Ben, je vous les ai dit, les risques après une césarienne. Il y a un peu plus de risques de saignement, d'accord, et donc d'hémorragie. Il y a un peu plus de risques anesthésiques. Il y a un peu plus de risques infectieux. Voilà, il y a un risque d'embolie amniotique. Mais encore une fois, donc, pardon? En fait, pas durant la césarienne, durant l'accouchement en césarienne, mais plutôt après. Après, à long terme, il y a moins de risques de prolapsus génital. Il y a moins de risques, sauf si c'est une césarienne de ce qu'on appelle de deuxième intention. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative. Excusez-moi, j'ai un appel. D'accord. Excusez-moi. Sauf s'il y a eu une tentative d'accouchement par voie basse, c'est-à-dire qu'il y a eu une dilatation, un engagement de la tête, que tout ça s'est passé et que finalement ça n'a pas voulu descendre. Donc le périnée a été sollicité et là donc il y a un risque à long terme de prolapsus génital, de descente d'organes. Mais sinon une césarienne en début de travail, il n'y a pas de risque de prolapsus génital ou le risque de prolapsus génital est très faible. Il peut y avoir des douleurs. Il peut y avoir la persistance de douleurs, mais je vous dirais, vous me rappelez un ami gynécologue qui avait accouché sa femme la première fois par voie basse, et Mskina, elle a eu une luxation du coccyx, c'est-à-dire la dernière vertèbre du sacrum, d'accord, le coccyx. Et donc, avec l'adam, il a été poussé par le bébé et ça lui a fait des douleurs très importantes. Et je me rappelle pour son deuxième enfant, je crois qu'il lui a fait une césarienne. Vous voyez? Donc, on ne sait jamais, c'est pas systématique. Mais c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. C'est aussi pour gérer la femme et son stress, gérer le stress de la femme. Bien sûr que je préfère un accouchement normal par voie basse. D'accord? Je vous dis, elle est plus fonctionnelle rapide, mais à condition que ça se présente bien, que le bébé soit de poids normal, que le bassin soit normal, que la présentation soit normale et que la femme soit préparée. Elle soit préparée psychologiquement. Parce que la douleur, moi, ce que j'explique à mes patientes, il y a des fois, je vais me pincer. Il y a des fois, il y a des gens, ils disent aïe. وكاين اللي تقيسها هكذا تقول لك اي بوحافيه جو ديري c'est psychologique. C'est psychologique. Il y a des femmes les صبارات, il y a des femmes les ما صباراتش. Et je dirais avant الوالدات ديالنا elles n'avaient pas le choix. ما كاينش فين تفتح, ما كاينش. صافي هادشي اللي عطا الله, هادشي اللي عطا الله. توجعي ودوزها بنتي, غير صبري يا بنتي. تصبر حتى تدوز عليك حتى تتفك. Oui, le plus important c'est la préparation mentale et voilà. Maintenant tu as le choix. Et je dirais autre chose, malheureusement, avant nos mamans, elles marchaient 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Elles avaient l'habitude de faire beaucoup de sport. Elles étaient beaucoup plus actives que les jeunes femmes de maintenant, qui ne sont pas aussi actives, qui prennent la voiture pour faire 100 mètres. C'est pas fchouche. Il y a aussi d'autres raisons. Parce que il y a l'insécurité, notamment à Casa. Elle a peur de se faire agresser. Elle a peur. Et donc, elle va souvent en voiture. D'accord? Il y a aussi, par exemple, avant,
regardez, les dysménorrhées, les douleurs de règles. Avant, quand il y avait des douleurs de règles, تصبر تاخد فوتاسخونا ولا هذا سي سا بس هذا هذيك لا بويوت وتتسخن بها دابا الحمد لله il y a les anti-inflammatoires, il y a les antalgiques et tout. On a perdu ce contact avec la douleur. Donc les femmes maintenant sont un peu plus douillettes. Elles supportent moins la douleur qu'avant, que nos femmes, que nos mères qui n'avaient pas les possibilités qu'il y a maintenant. D'accord? C'est vrai. D'où la question d'une dame, elle a dit, je suis à mon 7e mois de grossesse, comment je peux me préparer mentalement et physiquement à un accouchement voix basse? Alors, il y a beaucoup de sages-femmes qui font des cours de préparation à l'accouchement. D'accord? Voilà. C'est ça. C'est apprendre à respirer, qu'on vous explique la physiologie de l'accouchement, qu'on vous explique que la douleur est une sensation subjective qu'on peut gérer. Je vous dis encore une fois, qu'il y a une lettre ou qu'il y a une lettre donc on peut gérer sa peur, on peut apprendre à respirer. La respiration est très importante pour faire accepter. Et donc encore une fois, c'est sa disponibilité mentale à accoucher. Mais il y a quelque chose que aussi j'insisterai, la péridurale, l'anesthésie donc péridurale qui permet vraiment de soulager la douleur et de diminuer la douleur et qui aide beaucoup aussi. Et parce que on pourra accoucher de manière plus sereine. Moi, j'ai beaucoup de patients. Oui. Mais est-ce qu'il y a des effets secondaires de la péridurale? Il n'y a aucun élément, aucun médicament, aucune chose qui n'a pas de complications. Même la péridurale peut avoir des complications. Je peux vous citer même carrément, j'ai eu récemment une dame qui a failli mourir avec une péridurale. Alhamdoulilah, on l'a récupérée. Je ne sais pas si elle est en train de voir le live ou pas. Elle a failli mourir d'une péridurale. Comment dire? Il n'y a rien qui n'a pas de complications. Mais maintenant, en même temps, moi, je connais 90% des femmes qui accouchent par voie basse. Elles me disent, mais je n'y serais pas arrivée sans péridurale. Parce que, et d'ailleurs, la péridurale, c'est quelque chose qu'on fait, qu'il faut faire au début de travail. Parce qu'à un certain moment, l'accouchement se fait rapidement. Enfin, l'évolution est très rapide. Et la dame est donc agitée. La dame est donc agitée et elle n'arrive pas à rester en position et on n'arrive pas à mettre la péridurale. L'accouchement de ce matin, Mskina, c'était une deuxième part qui est rentrée en travail à minuit. D'accord. Elle est partie à la clinique à 4 heures du matin parce qu'elle s'y pensait pas. Elle était à 4 cm, je pense. Ils sont pas arrivés à lui mettre une péridurale. Elle a couché rapidement. Elle s'est couchée à 5h10 du matin. Sans épisio, qui est un bébé de 3 kg 600, un beau bébé. Alhamdulillah, et caca, je dirais. Mais elle a pas pu faire la péridurale. On n'a pas pu lui faire, d'accord? Mais maintenant, je l'ai vue cet après-midi, elle est toute contente, elle est déjà partie chez elle, ça y est, vous voyez? C'est vrai qu'on est plus, on est plus disponible rapidement après un accouchement par voie basse. Mais en même temps, alors, la question c'était les complications de la péridurale. Et c'est ça votre question, oui, la complication de la péridurale. Souvent, il peut aussi y avoir, généralement, il y a la grosse complication de la péridurale, c'est ce qu'on appelle une brèche de la dure-mère. C'est-à-dire une péridurale qui devient comme ce qu'on appelle une rachianesthésie, avec une atteinte, une ouverture des méninges. La péridurale, on met l'anesthésiant autour des méninges, autour des racines nerveuses, sans rentrer dans les méninges. La différence avec la rachianesthésie, on va piquer, comme si on faisait ce qu'on appelle une ponction lombaire, de prendre du liquide d'une méningite, enfin pour une ponction lombaire, pour avoir du liquide céphalorachidien, et on injecte l'anesthésiant dans cet espace. D'accord. Donc la péridurale, la rachianesthésie, c'est quelque chose one shot. C'est une piqûre, on injecte le produit et il dure 3 heures.
Mhm. La péridurale, on ne met pas le produit comme ça. On met un tout petit cathéter, un tout petit tuyau très fin autour des racines nerveuses. Et donc, D'accord. ce cathéter est branché à une pompe qui délivre Mhm. l'anesthésiant. Et Mhm. donc, ça permet de rester jusqu'à 24 heures, voire en Europe, ils vont jusqu'à D'accord. 48 heures. C'est ça D'accord. l'avantage. Et donc, D'accord. c'est une et même, et si on veut, si on accepte la voix basse et qu'à un certain moment, on doit la transformer en césarienne, on peut Mhm. rajouter la dose. Mhm. L'appareil, le cathéter est déjà mis. On peut rajouter la dose et on fait la césarienne tout de suite. On n'a pas besoin de la refaire. D'accord. Vous voyez? D'accord. Les Mhm. complications, alors, de la péridurale, c'est essentiellement le fait qu'il y ait ce qu'on appelle une brèche de la dure-mère, des méninges, qui peut donner des vertiges, des D'accord. sensations de céphalée, de vertige. Et ça se traite facilement par ce qu'on appelle un blood patch. C'est-à-dire, on prend de votre sang au niveau du Mhm. pli du coude et on vous l'injecte au niveau de la brèche, au niveau de là où on a fait la péridurale ou l'arachie, et ça se bouche parce que le sang va venir coaguler. D'accord. Les autres Et douleurs, pardon, oui. d'accord. وهادشي كنعرفوه durant la péridurale ou حتى après حتى Là, c'est كنمروا après qu'on le voit. c'est C'est après après. qu'on le voit. C'est après. C'est D'accord. après qu'on le voit. C'est le lendemain. Alors, par exemple, j'avais une patiente. Alors, il y a quelque chose que souvent les femmes vont dire. Elles vont Mhm. avoir des mal de dos, Mhm. des Oui. douleurs chroniques après la péridurale. Mhm. C'est pas souvent la péridurale ou la rachis anesthésique qui fait ça. C'est D'accord. plutôt le fait qu'il y a eu une instabilité du dos Mhm. durant la grossesse, avec beaucoup de poids sur la colonne vertébrale, et que après l'accouchement et donc le changement de conformation du ventre et tout, le fait d'avoir perdu, il y a un changement de conformation de toute la colonne vertébrale et qui D'accord. donne ces douleurs et qu'on Ah, va ok. souvent associer à la péridurale, mais que vous auriez Exactement. aussi et que vous auriez aussi si vous aviez pas. Mais moi, je vous dis encore une fois, c'est un mal nécessaire parce que la plupart des femmes que j'accouche par voie basse, mais elles me disent, mais on ne serait pas arrivé sans péridurale. Sans péridurale, oui. C'est clair. Vous me rappelez une dame, quand j'étais à l'hôpital, j'avais accouché une dame à l'hôpital, j'avais accouché normalement. Mhm. Et après, quand je suis parti dans le privé, elle m'a rejoint. Et pour moi, c'était une deuxième part. Elle avait déjà accouché normalement par voie basse. Elle pouvait absolument le faire. Le bassin était large. Le bébé était de poids normal. Il n'y avait aucune raison de la césariser. Mhm. Et quand elle rentre en travail, c'était très douloureux et elle n'arrivait pas. Elle m'a dit, ouais, docteur, s'il vous plaît, je vous supplie, là, avec, tu me césarises. Je me rappelle, je voulais pas. Et j'ai rentré d'ailleurs son mari pour essayer de la convaincre. Non, 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 non. Je sais pas pourquoi elle a eu peur. Et Mhm. elle voulait absolument une césarienne à ce moment-là. Ouais, Mhm. et quand une femme vous dit comme ça, ouais, je serais dit, vous Ah. pouvez pas. Mhm. Vous Mhm. pouvez pas dire Ah. non. Mhm. D'ailleurs, elle va pas vous laisser vous l'examiner. Ça Ouais. fait. Elle va Et passer c'est en malheureux. césarienne. Vous voyez? Mhm. Alors que Ouais. c'est psychologique. C'est une peur Mhm. psychologique. D'accord? Mhm. Voilà. Alors que qu'avant, il est déjà préparé à ce deuxième accouchement, Voilà. peut-être Voilà. qu'elle allait partir jusqu'au bout. Voilà, tout à D'accord. fait. Et en fait, j'ai une question. Donc, d'une dame, quand est-ce que je peux tomber enceinte après une césarienne? Donc, elle a Oh, on peut. déjà accouché. Alors, il y avait un grand. Alors, déjà, je vais répondre par une autre question. Quel est le problème si vous tombez enceinte un mois après? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. On estime juste que Mhm. la qualité de cette cicatrice est mauvaise Mhm. et que donc ça impose que le prochain accouchement soit par césarienne. C'est ce qu'on appelle le délai intergénésique. Mais on ne va Mhm. pas vous faire un avortement parce que vous êtes tombé enceinte un mois, 2 mois, 3 mois après une césarienne. Ce n'est pas une indication du tout à une interruption médicale de grossesse. Du tout. Le D'accord. risque est très faible. De rupture utérine et quelque chose, le risque est quasi nul. Mais je vous dis, comme on estime que cette cicatrice, que l'utérus n'a pas eu le temps de bien cicatriser, on estime que quand il n'y a pas ce qu'on appelle le respect du délai intergénésique, Mhm.
entre deux césariennes, eh ben, on estime que la cicatrice est de mauvaise qualité et que donc la prochaine fois, ça doit être absolument une césarienne programmée. Donc, Alors, même si elle a accouché césarienne, donc, عندها l'ouverture, elle a été زعما opérée, après, واخا يكون le ventre durant la grossesse, le ventre grossit et tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. alors, c'est pour ça que je vais vous répondre. Il y a deux questions dans votre question. Il y a le problème déjà, le délai intergénésique. Pendant longtemps, on disait il faut au moins 2 ans entre deux césariennes. Après, on est venu à 1 an. Après, on est venu à 6 mois. Après, on a dit, on estime la qualité de la cicatrice à 3 mois. Au bout de 3 mois, le hem a bien cicatrisé, il n'y a pas de problème de qualité de cicatrice. Et moins de 3 mois, ou bien il y a des équipes qui vous disent moins de 6 mois, le fait que tu retombes enceinte juste après, moins de 6 mois après, impose une deuxième césarienne. D'accord? Après, moi je vous dirais, alhamdoulilah, maintenant, avant, les femmes avaient beaucoup d'enfants. Parce que بكل الأسف كانوا تيموتوا. كنتي تتولد 10 تيبقاو لك عايشين 7. راه تيموتوا لك 2 3. Alhamdoulilah, d'abord, avec même au Maroc, on a beaucoup fait de progrès par rapport à la mortalité néonatale et infantile. Alhamdoulilah, fin تتولد 2 راه تيعيشوا لك alhamdoulilah. Et donc, pourquoi se presser d'avoir rapidement? Moi, je dirais au moins 1 an entre deux grossesses. Pourquoi? Parce que le temps de récupérer, le temps d'allaiter cet enfant, le temps de refaire ses réserves en fer, le temps de revivre. On va pas retomber enceinte tout de suite, retomber enceinte. En fait, ça venait d'autre chose. Avant, dans le temps de nos parents, la seule contraception post-césarienne, post-accouchement, c'était le kinat arda'a. Parce le kina n'était pas très efficace. Elle avait un effet sur juste la glaire cervicale qui bloquait les spermatozoïdes. Et donc, si on ne la prenait pas vraiment à heure fixe, il y avait maximum un délai de 3 heures d'éviter l'erreur. Si on la prenait plus de 4 heures, 5 heures, elle n'avait plus d'effet sur les spermatozoïdes. Et donc, eh ben, la femme tombait enceinte alors qu'elle allaitait. C'était ça le véritable problème. Il y avait beaucoup de grossesses comme ça. Alhamdoulilah, maintenant, on a développé beaucoup de techniques de contraception, notamment aussi les stérilés, aussi les implants, et tout simplement des pilules progestatives pures, avec des progestatifs qui bloquent l'ovulation et qui sont beaucoup plus efficaces que l'ancienne pilule microprogestative qui avait qu'une durée qu'il il fallait vraiment absolument la prendre à la même heure. Maintenant, les pilules progestatives pures, il y en a, bon, je citerai pas de nom, mais elles ont un délai de 12 heures. يعني قال لنسيتيها في الصباح تقدر تاخديها في الليل avec la même efficacité. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de grossesse juste après. Juste après, oui. Vous voyez? Oui. Et d'accord. Et est-ce qu'il est possible d'accoucher par voie basse après, par exemple, 2 césariennes? Bien sûr qu'il est possible. Vous me rappelez, je vais vous raconter ça après. J'étais à Tantane durant mon service civil. J'étais à Tantane. Et un jour, on m'appelle à 5 heures du matin. Heureusement que j'étais à côté de l'hôpital pour justement un utérus bicicatriciel. Et elle arrive à dilatation complète. Directement, bien sûr. Elle arrive directement, enfin, à la sage-femme, elle a vu qu'elle avait déjà été opérée 2 fois, qu'elle était à dilatation complète. Elle m'appelle, je lui dis directement le bloc. On va au bloc. Immédiatement, je vous dis, dans les 5-10 minutes, tout de suite. On va au bloc et l'accouchement était en train de se faire. D'accord. J'ai dû le faire, mais je vous assure que je faisais pipi dans mon froc. Je vous assure. Parce que j'ai peur qu'elle se rompe. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Alhamdoulilah, kul shi daz bi khair wa ala khair. Mais je vous assure que ce banque le mari, mais avec le stress كله اللي عشتو خرجتو فيه قلت لي واش انت مجرم واش هذا
علاش السيد عاد جاي ديلاتاسيون كومبليت؟ باسكو ساكن في اخف النير 130 كيلومتر على طنطا، ما لقاش كيفاش يجي حتى هو مسكين. مي elle a couru un risque. Il y a un risque de rupture utérine. Pourquoi cette dame a été césarisée? Il n'est pas énorme, il est à 10%, 15%. D'accord. Mais c'est énorme, 10% ou la 15%. Et la rupture utérine, il y a un risque de mort maternelle. Vous comprenez? Quand vous dites bicicatricielle, c'est-à-dire de 2 césariennes. Et je vous dis, la plupart des équipes mondiales n'acceptent pas l'accouchement par voie basse sur un utérus bicicatre, à moins que le bébé soit vraiment très maigre, et encore. Parce que quand le bébé est très maigre, on indique une césarienne pour protéger le bébé, pas pour protéger la maman. Parce qu'un bébé de 1 kg ou 1,5 kg qui passe dans la voie génitale et qui est pressé dans les voies génitales féminines, c'est pas très bon pour sa prématurité aussi. Alors, maintenant la question qui va suivre, vous l'avez dit, là pour 2 césariennes, c'est évident que, je vous dis, 99% des équipes n'acceptent pas d'accoucher par voie basse. 99%, d'accord? Maintenant, la grande question, c'est quand il y a eu un accouchement, une césarienne. Est-ce qu'on peut accoucher par voie basse? Bien sûr, le risque de rupture, il est plus faible. Je ne connais pas le chiffre, disons qu'il est environ à 0,5 ou 1%. D'accord. C'est pas beaucoup, et en même temps, c'est beaucoup. Parce que 1% de rupture utérine, c'est beaucoup. Quand vous avez, alors, première des choses, il faut s'assurer, sur un utérus cicatriciel, on peut accepter la voie basse. Mais il faut s'assurer que le bassin est normal. Il faut s'assurer que la cause de la première césarienne n'est plus là. Pourquoi on a césarisé la première fois? Est-ce qu'il y a un bassin anormal? Est-ce qu'il y avait un gros bébé? Est-ce que c'était une présentation anormale? Et si vous avez une présentation anormale, pourquoi est-ce que vous avez une présentation de siège? Pourquoi vous avez une présentation transverse? Est-ce que c'est pas un bassin anormal qui oblige cette présentation anormale, par exemple? Donc, il faut s'assurer, encore une fois, encore plus que le bébé est de poids normal, que le bassin est normal et que le moteur utérin est normal. Et sinon, donc dans ces conditions, on peut l'accepter. Et vous me rappelez encore un cas que j'ai vécu un jour. Yallah, alors une dame que j'avais césarisée encore quand j'étais à l'hôpital, et c'était ma première, et je l'avais césarisée pourquoi je l'avais? Pour souffrance fœtale. Le bébé était souffrant, le liquide était teinté, donc je l'ai césarisée à l'hôpital. 2 ou 3 ans plus tard, c'était l'une de mes premières patientes au privé. Et je vous assure que j'ai posé ma question à mes amis gynécologues du privé en leur disant, cette dame, elle est grande de taille, son bassin est normal, le bébé semble de poids normal, le segment inférieur, c'est-à-dire la partie inférieure de l'utérus, était très fine. Elle mesurait 5 mm à l'échographie. Et je leur disais, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Qu'est-ce que vous faites? La plupart des gens me disaient, césarise-la. D'accord, mais je veux une réponse scientifique. Écoute, si tu la surveilles toi, eh ben, tu peux accepter la voie basse. Si tu vas la confier à quelqu'un d'autre, une histoire de responsabilité, césarise-la. Je l'ai césarisée et je vous assure que j'ai trouvé une rupture sous-péritonéale. La dame, elle ne se plaignait de rien. C'était une césarienne programmée à 39 semaines. Je voyais l'utérus mahloul avec un tout petit voile, vraiment un drap qui recouvrait encore le bébé. C'était le péritoine. Et c'est-à-dire que cette dame, elle aurait commencé à contracter, elle aurait rompu. Et c'est pour ça que je vous dis, on peut accepter la voie basse sur utérus cicatriciel, ce qu'on appelle la VAC, à condition d'être sûr du bassin, à condition d'être sûr du poids fœtal, de la bonne présentation, et que tout se déroule normalement, c'est-à-dire qu'il y a une bonne dynamique
des bonnes contractions du moteur utérin et que tout va bien. Et qu'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de décélération, qu'il y a une surveillance minutieuse, parfaite du rythme cardiaque fœtal, qu'elle ait un monitoring fœtal qui soit continu avec elle parce que avant de rompre, il y a des signes. Eh ben, on peut accepter. Je vous dis, le bébé qui va décélérer, le liquide elle va saigner, elle va avoir mal. Il y a des petits signes qu'on peut voir et aller opérer avant de rompre. D'accord. Si ces conditions de surveillance sont bonnes, on peut accepter la voix basse. Si ces conditions ne sont pas bonnes, non, il vaut mieux ne pas accepter la voix basse. Parce qu'encore une fois, en cas de problème, qu'est-ce qu'on va vous dire? وانت اللي عالم انت الاكسبير انت اللي كنتي تعرف اللي كنتي تعرف تفتح باسكو لا خرجتي. Il y a un truc que je dis, regardez, je vais vous dire quelque chose pour l'accouchement par voie basse. Des fois, on va dire, ah, il a accouché d'un 5 kilos. Bravo, Aléa. Tabarakallah, elle a accouché d'un 5 kilos. Waouh, c'est énorme, bravo. Moi, je dirais, c'est pas bravo. Si j'accouche d'un 5 kilos, mais c'est comme si vous me disiez, vous avez fait Casaraban en une demi-heure. Pourquoi vous avez risqué autant? Allez. Bon, à la rigueur, elle n'était pas suivie, mais je ne vais pas accepter devant quand je vois un gros ventre et que j'ai une estimation de poids fœtal de 5 kilos, je ne vais pas accepter la voix basse. Oui. Je cours des risques inutilement. Ben, c'est ça. La même chose pour un accouchement. Je vous dis, pour tout accouchement, qu'il soit sur utérus cicatriciel ou qu'il soit sur pas l'accouchement par voie naturelle, c'est une estimation entre les trois choses: le bassin, la taille du bébé, la présentation du bébé et la dynamique utérine, comment elle se fait. Et bien sûr, le bébé, les conditions, le terrain, est-ce qu'il n'y a pas de maladie chronique, est-ce qu'il n'y a pas de souffrance. C'est pour ça, moi, le seul truc que je dirais, il faut que l'accouchement soit médicalisé. C'est-à-dire qu'il y ait une surveillance du bébé, du travail, un monitoring fœtal qui nous dit le bébé va bien. D'accord. Et non pas jusqu'à la fin. Ah, oui, merde. Vous comprenez? Oui, voilà. Oui, je comprends parfaitement. C'est ça. Je comprends parfaitement. Il y a une question. Est-ce que je peux faire le choix? Est-ce que je peux exiger un accouchement par voie basse si le docteur dit que je dois faire une césarienne? Bien sûr. Bien sûr, mais encore une fois, il faut avoir confiance dans son médecin. Exactement. Et à la rigueur, il faut que votre médecin vous explique les risques. Et à la rigueur, si vous voulez pas, eh ben, allez demander un deuxième avis. Ça fait, tout simplement. Maintenant, je vous dis, il faut absolument évaluer qu'est-ce qu'il en est. Pourquoi ce médecin vous dit qu'il y a une indication? Je veux dire, je suppose que le médecin, déjà, il va expliquer pourquoi il préfère un accouchement césarienne. Il préfère un accouchement césarienne. Tout à fait. Parce que je vous dis, s'il y a problème, ben, c'est à toi. Tu vas dire, non, je ne savais pas. Parce que c'est la vie du bébé qui est en jeu là. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple par rapport à ce qu'on appelle la présentation de siège. Quand le bébé est grande question. Faut-il accoucher par voie basse? Faut-il accoucher par césarienne? Pendant très longtemps, les sièges, on les a accouchés par voie basse. D'ailleurs, il y a une attitude qu'on appelle l'attitude de Vermelin. C'était un médecin français qui a dit le siège, pour l'accoucher, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On le laisse descendre tout seul. C'est ça l'attitude de Vermelin. On le laisse descendre tout seul. On ne fait rien. On ne le touche pas pour ne pas stimuler le bébé. Parce que dans l'accouchement du siège, c'est ce qu'on appelle un accouchement à rebrousse-poil. C'est-à-dire la tête deux os les pieds, le ventre et le dos, les épaules, la tête. Et si la tête est
autant dans l'accouchement normal par la tête céphalique, c'est la tête qui est en premier. Et si elle passe pas, on peut toujours césariser. Autant le siège, eh ben, les pieds passent, le dos passe, les épaules passent et la tête reste coincée. Eh ben, alors quand la tête reste coincée, il faut savoir faire les manœuvres pour le sortir. Quand il y a un problème, et avant on les faisait. Mais Allah yahfad, je dirais s'il y a 5 pour 1000 ou hal ou qalé mouchkil, ça fait هادشي اللي مكتوب. ما غاديش تلوم لا ساج فام ولا ما غاديش تلوم صافي هادشي اللي مكتوب. Maintenant, si vous avez un problème, peut-être l'homme, le médecin, peut-être l'homme, la sage-femme. Et donc, la responsabilité, on n'a pas envie de la prendre. Et donc, si vous voulez, on dit siège. Il y avait beaucoup de classiques où on disait siège plus primipare égale césarienne. Siège plus bassin égale césarienne. Siège plus utérus cicatriciel égale césarienne. Voilà. Et donc, on a, je dirais, on a carrément perdu la main. Les jeunes ne savent plus faire de siège. Et même, alors, il y a eu une étude en 2001, l'étude de Anna, c'était une étude sur 33 000 accouchements de siège, je pense, et qui a vu que l'accouchement par voie basse chez les sièges, il y avait plus de complications fœtales, de plexus brachial, de choses, que si on faisait une césarienne. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu presque, entre guillemets, une recommandation d'accoucher le siège par césarienne. D'accord? Zama, c'est pas... Voilà. Mais je vous dis, bien sûr, vous me rappelez une anecdote, je vais vous parler beaucoup d'anecdotes. Un jour, alors, par exemple, quand on accouche, il y avait une gémellaire. Le premier a accouché par voie basse. Et le deuxième s'est présenté en siège. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une grande extraction de siège. On rentre la main, on rentre la main du gynéco, on va chercher le pied et on tire le bébé et on fait l'accouchement du siège. On n'attend pas qu'il descende. D'accord, d'accord. Et si vous voulez, quand j'ai fait mes classes à l'hôpital, c'est une bonne école, et ben on faisait beaucoup de sièges. Et je me suis retrouvé en stage à Chartres, donc avec justement ce cas-là, avec un senior, donc une femme qui accouche du premier bébé en céphalique. Tout est bien passé. Le deuxième, il est en siège. Il a eu peur. Il a eu peur. Il savait pas. Ma'artachi dire. Ah, c'est dit, c'est maintenant que tu as accouché, baqi le bassin mahloul, baqi le col mahloul, baqi dakshi. خلي يديك وجبد باباه صافي ما تخافش هو خاف ما دارهاش تكوانسا le siège descendait il descendait plus ou moins il s'est dit ouais elle vient d'accoucher par voie basse qu'est-ce que je vais faire est-ce que je la césarise maintenant pour le deuxième il savait pas quoi faire et il a raté l'occasion je vous dis de faire la grande extraction de siège. Et je me rappelle à un certain moment, moi je vous dis, j'avais l'habitude, moi j'étais 3e année, j'avais pas la même responsabilité que lui, mais j'en avais fait beaucoup, des dizaines encore de siennes. Je l'ai dit, j'ai crocheté le bébé, Zama avec les 2 doigts, et il me dit, attention à la rotation, dos en avant. Il faut toujours que le siège tourne le dos en avant, parce que s'il tourne le dos en arrière, la tête reste coincée. Et il me dit, Daba Chouf, tu n'as pas fait tout à l'heure la grande extraction. Tais-toi. Ça fait, ça fait. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, ça fait, oui. Là, le petit genou je vous dis, on a fait l'accouchement. Voilà le deuxième bébé, ça fait, yallah, ça. Ah, tu sais faire ça. Je vous dis, parce qu'en France, ils ont perdu la responsabilité médico-légale de quand tu as un problème qui est ou non faute médicale. Hein. Il n'y a pas forcément faute médicale. Il y a ce qu'on appelle les aléas thérapeutiques. Mais les gens, il y a un mauvais résultat, c'est forcément la faute du médecin. Ça me dit, eh ben, forcément la faute du médecin, ça fait. Le juge, tu vois, tu dis que tu as l'ilm, tu dis que tu تعرف. ماشي انت الاخر توقعت لي ما عرفش. Et donc, pour en revenir à cette dame,
Alors, pour en revenir à cette dame, bien sûr qu'une dame a le droit de refuser, de refuser une césarienne. Mais il faut plutôt expliquer au médecin, à la dame, pourquoi la césarienne. Essayer de la convaincre. Et à la rigueur, si elle, bon, si elle veut pas, elle peut très bien aller demander un deuxième avis. Mais en même temps, je dirais que le gynécologue, il a aussi le droit de ne pas prendre le risque, surtout si c'est quelque chose d'évident. Mais c'est vrai aussi qu'il peut y avoir des gynécologues qui sont peu soucieux et qui veulent juste la césariser et qui vont poser des indications un peu exagérées. Il y a de tout. C'est vrai. Mais elle peut très bien aller demander un deuxième avis. Mais si le deuxième avis aussi, je vous dis, le siège, bien sûr qu'on peut l'accoucher par voie basse. D'accord. Mais moi, ce que je dis à mes patientes, لو قعد شي حاجة ما تلومنيش. Parce que si une voie basse, une tête, je peux accepter, s'il descend pas, je peux toujours césariser en deuxième intention. Le siège, s'il descend pas et qu'il se coince, il y a un petit risque et j'ai pas envie de courir ce risque. Voilà. D'accord. Ok, qu'on a un accord entre médecin et patiente. Mais bien sûr, non, il n'y a pas d'accord. C'est un accord tacite, c'est une histoire de confiance. D'accord, ok. C'est une histoire de confiance. Et si vous n'avez pas confiance dans votre médecin, ben, il faut le changer, tout simplement. Je dirais, il n'y a pas photo. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question. Alors, 39, je suis à 39 semaines d'aménorrhée. Le bébé est encerclé. Est-ce que la césarienne est la bonne décision? C'est quoi encerclé? Est-ce qu'il a le cordon autour du cou? Je sais pas c'est quoi encerclé. Elle a dit encerclé, j'ai pas d'autre alors information. encerclé. Je le comprends comme le bébé a le cordon autour de son cou. Alors ça, c'est très anxiogène pour les patients. D'ailleurs, les recommandations sont de ne jamais dire que le cordon est autour du cou. D'accord. Parce que il peut être autour du cou, oui, mais il peut être lâche. Regardez mon truc, il est calme. Donc, il n'est pas forcément. Comme il peut être serré. Donc, et de fait, comment on voit le cordon? On voit quelque chose, on va mettre le Doppler et on va voir qu'il y a du sang. Donc, on va voir que le cordon est là. Il ne faut pas le dire à la patiente. Parce que, de toute façon, s'il est lâche, eh ben, ça va passer. S'il est très serré, dès qu'il va commencer à se contracter, il va se serrer. Et comment on le voit ça? On le voit par rapport au monitoring. Parce que s'il est vraiment serré, ce qu'on appelle oculaire serré du cordon, eh ben, le bébé va commencer à décélérer, c'est-à-dire que les bruits du cœur fœtaux vont diminuer. Et ça, dès le début, dès les premières contractions, il va commencer à décélérer. Quand il va répéter 2, 3, 4 fois ces décélérations, eh ben, ça va être, on va dire, eh ben, ça, c'est une indication de césarienne. Mais d'emblée, parce que j'ai vu un cordon dire une indication de césarienne, non. C'est pour ça que je vous dis, c'est très anxiogène. Moi, je dis, il ne faut même pas dire à la patiente que le bébé a un circulaire serré ou lâche. Je précise pas. Tout simplement, je ne précise pas où est-ce qu'il est le cordon. D'accord? D'accord. Alors, une autre question. Une dame, elle est à 36 semaines d'aménorrhée. Mon col est de 45 mm. Est-ce qu'il y a possibilité de dilatation, qu'il se dilate? À 45 mm? Non, on peut pas. Parce que, alors, vous me donnez l'occasion de rappeler les phases de l'accouchement. Surtout chez la nullipare, pour pouvoir accoucher, le col, disons, c'est comme, je dirais, comme le nez. Le nez est gros. C'est ça le col, il fait 1 cm d'épaisseur. Et ce centimètre, pour pouvoir disparaître, ce qu'on appelle s'effacer, se dilater, pour pouvoir s'ouvrir, il a besoin de s'effacer. C'est-à-dire que ce gros col qui fait 1 cm d'épaisseur, plus 1 cm de chaque côté, 1 cm de rayon. Donc il a 2 cm et demi, 3 cm d'épaisseur. Il doit s'effacer, il doit devenir comme une feuille. Parce que la structure du col
est telle qu'il y a beaucoup d'acide hyaluronique, de ce qu'on appelle de GAG, de glycoaminoglycanes, qui permettent, il n'y a pas beaucoup de fibres musculaires, il y a beaucoup de fibres élastiques et beaucoup d'eau. Eh ben, c'est ça qui fait que le col arrive à devenir feuille. D'épais de haja sahiha, il va devenir une feuille. C'est ce qu'on appelle la maturation du col. Et donc, un col à 45 mm, il est très long. On peut pas, on peut même, il faut le maturer. Pour le maturer, on peut utiliser des gels de ce qu'on appelle de prostaglandine. C'est des molécules, c'est des médicaments qui ont l'effet de maturer le col pour qu'il puisse s'ouvrir. Donc, il faut qu'il s'efface avant de se dilater. Par contre, chez la multipare, l'effacement est toujours avant la dilatation. Par contre, chez la multipare, c'est celle qui a accouché, qui a déjà accouché 2-3. La maturation et la dilatation se font souvent en même temps. En même temps qu'il se mature, il se dilate. Et c'est pour ça que l'accouchement est beaucoup plus rapide. D'accord? Voilà. Mais à 45 mm, non, il faut déclencher. Il faut maturer le col par des prostaglandines. Juste une précision. Les utérus cicatriciels, c'est une contre-indication au déclenchement par prostaglandine. D'accord. Les utérus cicatriciels, on peut déclencher par le syntocinon. Un autre moyen de déclencher, c'est de prendre une sonde urinaire et utiliser le petit ballonnet pour le mettre au niveau du col, comme le gonfler au niveau du col, comme une pression pour essayer d'ouvrir. C'est des différentes techniques qu'on peut utiliser pour dilater le col, pour maturer le col et provoquer l'entrée en travail. D'accord? On a une autre question d'une dame. Que peut être la cause de ne plus avoir de contractions pour accouchement, sachant que la maman faisait bien la marche, montait les escaliers plusieurs fois par jour, bébé m'qabbel et tout était OK. J'ai pas compris. Alors, il y a ce qu'on appelle le faux travail. Elle n'a pas encore le faux travail, c'est-à-dire c'est des contractions inefficaces qui n'ont pas un effet parce que les contractions, elles vont venir et bon, la femme va les sentir, elles vont avoir un effet de poussée et c'est cette tête qui appuie sur le col qui va avoir un effet de dilatation, d'effacement et de dilatation. Maintenant, il y a plein de causes qui font que ça peut ne pas marcher. Il y a par exemple l'infection, la rupture prématurée de membrane peut donner cela, un travail très long et bien sûr le faux travail, c'est-à-dire l'apparition de contractions désordonnées et qui n'ont pas d'effet sur le col et qui vont donc pas dilater. Et donc, ça peut donner ce qu'on appelle le faux travail. Il y a des contractions, mais sans dilatation du col. Voilà, ça existe. D'accord. Donc, dans ce cas-là, la maman passe en césarienne? Pas forcément, on va attendre. D'accord. Vous me rappelez le cas, je ne sais pas si elle va s'écouter, si elle va se reconnaître, la secrétaire d'un ami pédiatre. Je la déclare, alors, à 40 semaines plus 2 ou 40 semaines plus 3. Je me rappelle, c'était un jeudi après-midi, ça fait plusieurs années ça. Donc, je l'admets, elle a un faux travail, elle a un travail, et au bout de toute une après-midi, il n'y a rien, il n'y a pas de modification cervicale, les contractions partent. Je la lâche, donc elle ressort, je la revois lundi, elle est à 41 semaines. Je lui dis, tu as 41 semaines, on parlera de quelque chose de 41 semaines d'ailleurs, ce qu'on appelle le dépassement de terme, qui peut être grave. À 41 semaines, oui. On a une question par rapport à ça, je vous laisse terminer. D'accord, on va le dire. Je vais en parler tout à l'heure. On a, donc à 41 semaines, je propose 3 choses. 41 semaines, je propose. Soit je te césarise, soit je te déclenche, c'est-à-dire je déclenche le travail, soit je te surveille tous les 2 jours, 41, 41 plus 2, 41 plus 4, 41 plus 6, jusqu'à 42. Et quand je te surveille par échographie pour surveiller le liquide amniotique, et je te surveille par monitoring pour s'assurer que le bébé est bien.
Mhm. Un bébé qui est en bonne santé bouge bien. À Mhm. 42, soit je césarise, soit je déclenche. Bon. Alors donc, je vous dis, je la vois à 41 semaines et on décide de la déclencher. Je la déclenche et au bout d'une heure, eh ben, on m'appelle en me disant, écoute, elle commence à décélérer. La sage-femme me dit, elle décélère. Elle bloque. Elle Mhm. décélère. Bon, c'était attendu parce que, j'en parlerai tout à l'heure, quand il y a le dépassement de terme, il y a moins de liquide, le bébé est plus Mhm. sujet à souffrir. Donc, j'arrive une demi-heure plus tard pour la césariser. Je vois que le monitoring, oui, il y avait une petite décélération, mais qu'après, le rythme s'était normalisé. D'accord. Si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis, on étudie le monito, je vois cette décélération, petite décélération, mais après, elle s'est normalisée. J'avais plus d'indication de césarienne. Mhm. Et donc, je dis à cette dame, bon, tu veux accoucher par voie basse, eh ben, on continue. J'ai pas envie de te césariser sur ça. Je veux dire, c'est juste une compression du cordon par la position ou quelque chose, et c'est pas une indication de césarienne. Mhm. Ça fait, on attend. Il était 2 heures de l'après-midi. Eh ben, je vais vous dire, c'est à 5 heures de l'après-midi que la patiente, elle me dit, docteur Aït, ftahliya. Mhm. Vous voyez, c'était pas l'indication. Et Mhm. à ce moment-là, quand je l'ai opéré, à sa demande, je dirais, parce que ça faisait 6 ou 7 heures qu'elle était en travail, que ça évoluait pas bien, qu'elle en avait marre, eh ben, je sors un bébé qui commençait à souffrir. Il y a une D'accord. petite note de souffrance, on le voyait par rapport au liquide. Le Mhm. rythme était normal. Alors, justement, vous me donnez l'occasion de parler de ça, le dépassement de terme. Mhm. La grossesse, elle est faite pour durer 40 semaines. CDRP Mhm. nous a fait environ 280 jours, plus ou moins 3. D'accord? On estime que on dépasse le terme quand on arrive à 287, 41 D'accord. semaines. Mhm. Quel est le problème de ces grossesses prolongées? C'est que le placenta t'échleffe. On Mhm. appelle ça la sénescence placentaire. Et quand le placenta t'échleffe, il y a moins de liquide, il y a moins d'échanges avec la maman et il y a moins de liquide, ce qui fait que le bébé peut commencer à moins supporter, il a moins d'oxygène. Au lieu D'accord. d'avoir 100% d'oxygène, il en a plus que 90% ou 80 ou 70 ou 60%. Il n'est pas souffrant. Il Mhm. commence à moins tolérer. Et quand Mhm. vous allez lui mettre des contractions utérines, eh ben, il peut mal les tolérer. Et D'accord. bien sûr, on peut passer jusqu'à 41 sans problème mais généralement, je vous dis, on a ce problème de grossesse prolongée ou de ce Mhm. qu'on appelle de syndrome de bébé post-mature. Mhm. On peut l'avoir, je vous dis, même à 39 ou 40 semaines. Et ça, D'accord. on peut le voir par rapport à la quantité de liquide à l'échographie, au Mhm. mouvement du bébé, ce qu'on appelle le score de Manning à l'échographie, et par rapport au monitoring fœtal. Comment est-ce que la réactivité du rythme, comment est-ce que le rythme est réactif, comment est-ce que le rythme accélère. Et je dirais un bébé qui est tout le temps en train de faire varier son rythme, c'est un Mhm. bébé qui est en bonne santé. Parce qu'il y a un D'accord. douchède, Mhm. il Mhm. il a suffisamment d'oxygène, donc il carotte, il gère, alors qu'un Mhm. bébé qui a un rythme qui est tout le temps à 140, 140, 140, 140, Ah. 141, 139, 141, 140, il varie pas. Et Mhm. c'est cette absence de variabilité qu'on appelle un rythme plat qui est signe de souffrance. D'accord. Vous voyez, c'est pas parce qu'il n'a pas décéléré, Mhm. il est pas Mhm. descendu sous 120. Juste le Mhm. fait que le rythme est resté tout le temps Mhm. à la même valeur, 135, Mhm. 136, 137, 135. Eh ben, C'est un ça, signe c'est de ce qu'on appelle un souffrance. rythme plat et c'est un type de souffrance. Et on D'accord. le voit, ça, au niveau du monitoring et on va décider éventuellement de césariser. D'accord? D'accord. Voilà. Et par rapport aux femmes qui dépassent leur terme, quel conseil peut-on leur Bah, donner? la première des choses, avant de parler de dépassement de terme, il faut être sûr de la date de grossesse. Mhm. Et donc, on revient à ce qu'on avait dit le Le live live dernier. dernier. Il Mhm. faut des consultations précoces pour dater Mhm. précocement quand est-ce que vous êtes tombé enceinte. D'accord. D'accord? فكرتيني فين تنجي كنت في السبيطار
تجي السيده تقول لي هذه شهري واخا ولدني هذا شهري واخا فوقاش حملتي شهر 5 وشهر 5 راه الشهر راه فيه الشهر فيه 30 يوم donc est-ce que c'est le début du mois vous voyez donc pour parler de dépassement de terme il faut d'abord avoir une précision sur la date de terme la date de grossesse exacte après je dirais il faut une surveillance régulière les mouvements actifs fœtaux est-ce que le bébé bouge bien c'est quelque chose et deuxièmement quand il y a peu de liquide quand il y a des anomalies de rythme, eh ben, il faut une surveillance, il faut un accouchement médicalisé, pas chez une sage-femme ou chez il faut accoucher chez un gynécologue dans des conditions médicalisées. Troisième des choses, il y a des études qui ont prouvé cela. On a montré que des déclenchements à 40 semaines avaient moins de morbidité que des déclenchements à 41 semaines. Pourquoi? Parce qu'à 41 semaines, il y a plus de sénescence, de vieillissement de placenta. Donc les bébés sont plus fragiles et donc ils sont plus sujets à souffrir, à mal tolérer les contractions qu'à 40 semaines où il y a moins de sénescence, il y a moins de... Les échanges sont encore bons et donc il y a moins de souffrance fœtale. D'accord? Voilà. Donc le conseil que je dirais, c'est suivez votre grossesse régulièrement, soit chez une sage-femme, soit chez un médecin généraliste, mais s'il y a un risque particulier, chez un gynécologue. D'accord. D'accord, on va voir. Déjà, il est 11h et quelques. Il est 22h et quelques, donc on va voir deux autres questions. Alors, une maman qui dit « Je suis à 35 semaines d'aménorrhée et mon bébé pèse 2,3 kg. Est-ce que c'est normal ?» Oh, j'ai pas les grosso modo, oui, ça va. Mais c'est pas le poids qui est important. D'accord. C'est l'évolution de la courbe du poids. D'accord. C'est-à-dire, ce bébé qui fait 2,3 kg est-ce qu'à si à 31 semaines il faisait 2,1 kg, c'est anormal. Il a pris 200 grammes en un mois. C'est ça qui est anormal. D'accord. Vous voyez, c'est pas le fait, vous comprenez? Oui, alors que s'il était aménorrhée, donc c'est l'évolution de cette courbe. Et ça, c'est son gynécologue qui va lui répondre. D'accord. D'accord. Ok. Et une autre question, docteur, s'il vous plaît, les vertiges en 31 semaines, est-ce que c'est normal? Ben, les vertiges, c'est pas normal. Maintenant, les vertiges, c'est toute une cause. Il y a des causes générales. Est-ce qu'il n'y a pas une otite? Est-ce qu'il n'y a pas une anémie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une hypotension? Donc, il faut voir avec... il n'y a pas d'association vertige et grossesse. Il faut voir un ORL pour comprendre l'origine de ce vertige. Voilà. Et éliminer un problème de tension, éliminer un problème d'anémie. Et sinon, voir la cause de ce vertige. D'accord. Donc, il faut consulter. Bien sûr, bien sûr. Alors, une question... alors... Docteur, est-ce que l'expression abdominale est toujours pratiquée au Maroc? C'est quoi l'expression abdominale? L'expression abdominale, c'est quand la sage-femme monte sur le ventre de la maman pour essayer de pousser quand la maman n'arrive pas à pousser. Bien sûr que c'est normalement, entre guillemets, formellement contre-indiqué. D'accord? Et que, en Europe, vous avez toujours, je vous dis encore une fois, des cours de préparation à l'accouchement, vous avez de la péridurale, vous avez des ventouses qui marchent, vous avez beaucoup de choses. Ici, c'est vrai. D'accord? Ici, je vous dis les conditions, des fois, vous avez de la douleur, vous avez de l'absence de péridurale, vous avez une femme qui n'est pas du tout préparée, qui ne sait pas pousser, et c'est vrai qu'il arrive des fois que la femme n'arrive pas à pousser, ou bien que la ventouse ne marche pas, qu'on n'arrive pas à tirer avec, et qu'on va faire des petites expressions abdominales pour pallier à cette manque de poussée de la maman. Mais bon, il faut l'éviter parce que ça peut être grave ou si on force, on peut avoir une rupture, bien sûr. Donc ce n'est pas un geste ce n'est pas un geste anodin
Mhm. bien sûr qu'il doit être contre-indiqué, sauf si vraiment nécessité. D'accord. Vous savez, il y a quelque chose qu'on vit entre la théorie et la Et la pratique. Il ne faut pratique. pas faire. Et quand vous êtes à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Quand la femme Mhm. est très agitée, n'arrive pas à pousser et tout, que vous avez un bébé qui souffre, qu'est-ce que vous Mhm. faites? Voilà. Vous Mhm. voyez, c'est pas toujours évident. Oui, C'est ça c'est la vrai. question. Voilà. D'accord. Alors, s'il vous plaît, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le col soit effacé? Et ça peut prendre combien de temps? Malheureusement, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand on est à l'approche du terme, vers 39, 40 semaines, la sage-femme ou bien le médecin, ce que je peux faire, par exemple, je peux essayer de dilater le col. Ça fait un peu mal. D'accord. C'est Mhm. rentrer le doigt dans le Mhm. col, comme on disait, mais pas quand il Mhm. fait 45 millimètres. Mhm. Quand on Mhm. voit qu'on peut accéder, on essaye de décoller les membranes. D'accord. Ça fait un peu mal, oui, mais c'est par exemple le fait qu'on. Mais sinon, donc il n'y a pas d'autre chose que de maturer le col par des prostaglandines ou éventuellement mettre. Euh, non, je dirais le ballonnet, on le fait plus pour des morphetales à 20 semaines, 25 semaines. Euh, mais généralement, on met des prostaglandines parce que c'est assez bien toléré et ça permet des D'accord. résultats d'avoir une maturation en 6 à 8 heures. Mais D'accord. autre chose, Mhm. tout simplement, il faut pas être pressé. Il faut le grand problème qu'on a, c'est qu'on est pressé, on ne respecte pas la physiologie de la femme. Tout Mhm. simplement, si le col, s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas de souffrance, si tout est normal, Il faut eh ben, on attendre et laisse. Il faut patienter. attendre. Il faut Mhm. patienter. Il ne faut pas se Mhm. presser de déclencher ou quelque chose. D'accord? D'accord. Sauf, je vous dis, s'il y a des anomalies, si on remarque que, je vous dis, ben, on approche de 41 semaines, qu'il n'y a pas beaucoup de liquide, on ne va pas Mhm. attendre l'anamnios, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de liquide. Oui, oui, oui. D'accord? D'accord. Et encore une, alors, autre chose, j'aimerais terminer aussi sur ça, parce Mhm. qu'on n'en a pas parlé, on a beaucoup parlé des bienfaits de l'accouchement normal. Moi, je suis aussi un pro-césarienne, c'est-à-dire que je Mhm. veux dédramatiser la césarienne. Oui, C'est pas la très fin du monde, une important. Mhm. césarienne. Et quand on a une indication de césarienne, il faut la faire. Il faut pas avoir peur de la césarienne. Mhm. Surtout qu'avant, on avait on avait 3, 4 bébés, 5 bébés. Mhm. Et donc, quand on faisait une césarienne, on faisait souvent, césarienne une fois, césarienne toujours. Ce qui est faux, hein. Mhm. On peut très Mhm. bien, je vous l'ai dit. Mais Oui, maintenant, les femmes actuelles, ils ont 1, 2 bébés. Et avec les techniques actuelles, où je vous dis, pour des césariennes programmées, on arrive, et avec la péridurale, on arrive à gérer la douleur, on arrive à gérer la chose. Et la femme fait une césarienne, je veux dire, 2 jours, et ça va. Et c'est pour ça que je vous d'accord. dis, beaucoup de femmes demandent la césarienne aussi. Bien Il ne faut pas sûr, en bien avoir sûr, peur. bien Et sûr. je vous assure que dans 98% des cas, je dirais, ça se passe bien. Et elle a un peu mal, c'est vrai, par rapport au ballonnement abdominal, mais une fois qu'elle Mhm. a fait ses gaz et qu'elle a repris, grosso modo, ça va. D'accord. Regardez, vous rappelez-vous de quelque chose? Rachida Dati, césarisée, à J+5, elle était en talon en conseil de ministre. Vous avez Oui, vécu ça. oui, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Mhm. 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 D'accord? La Oui. douleur, encore une fois, on peut la gérer par rapport à différentes. La douleur est une émotion subjective. Et Mhm. on peut, ah, Nabou Hatia, j'ai très mal, et on peut, il y a des extrêmes. Mais il y a Oui. des antalgiques, je vous dis, moi, alhamdoulilah, 98% de mes césariennes se passent très bien. Des fois, je les fais sortir à Alhamdulillah. J2. Vous D'accord. savez, j'ai fait une césarienne, hein, je vous dis, je fais une césarienne dimanche soir, un accouchement normal ce matin. Ben, ma césarienne de dimanche, elle a fait ses gaz hier. Mhm. C'est-à-dire, je l'ai opéré dimanche. Lundi, elle m'a dit j'ai fait mes gaz. Mhm. بغيت نضحك معاها قلت لها صافي يلا جمع حوايج qui sort tout de suite. Je vais la faire Mhm. sortir demain à J2. D'accord. Vous Ok. voyez, Mhm. ça Bon, évolue. d'accord. Je dis pas que c'est la même qualité que l'accouchement normal, mais il faut Mhm. pas avoir peur de la césarienne aussi. C'est pas Mhm. ah je vais rester 3 mois avoir mal, avoir des choses.
Je vous dis. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup décident là. C'est pour ça que je dirais, bien sûr que je préfère l'accouchement par voie basse si la femme le préfère et bien sûr si c'est possible. Mais Mhm. encore une fois, pour accoucher par voie basse, il faut se préparer à l'accouchement par voie basse, Oui. se préparer psychologiquement et mentalement à Mhm. accepter cette douleur, à Mhm. accepter. Si vous acceptez la douleur, eh ben à la rigueur, vous n'aurez plus de douleur. Vous ne la Mhm. sentirez pas. Vous En fait, voyez? je pense, on commence aussi au Maroc à faire la préparation du périnée, Tout des à cours de fait, préparation du périnée. tout à fait. C'est pas l'économie. Tout à fait. C'est connaître la physiologie de l'accouchement, Mhm. connaître ce qui se passe, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, les positions. On peut marcher, on peut se mettre Mm. dans différentes positions et on peut Mm. laisser les choses évoluer naturellement. Et D'accord. alhamdoulilah que ça reste un peu cher, mais il y a des Mm. cours de Mm. préparation à l'accouchement par plusieurs sages-femmes Mm. qui sont sur la place, qui les font bien, et c'est extra pour préparer à cet accouchement. D'accord. D'accord? Ok, Mhm. voilà. Et en Oui, clôture avec la dernière question. oui, Alors, bonsoir docteur, je suis à 6 mois de grossesse et ma tension de 3 jours est de oui, 10,6 et 6 DAS. Est-ce que c'est oui. normal? 6DS. Oui. Oui, oui, diastolique. Oui, elle est normale, elle a une petite Est-ce que tension, c'est mais ça normal? va, c'est normal. Oui, c'est À six normal. mois de grossesse, c'est Oui, c'est normal. normal. Parce qu'au cours de D'accord. la grossesse, il y a une vasodilatation, les vaisseaux se dilatent de D'accord. telle manière à ce qu'on prenne plus de sang. Et Mhm. donc le fait qu'il y ait de la vasodilatation des vaisseaux fait baisser la tension. 10, 6 de tension, c'est une petite tension, mais c'est correct, D'accord. c'est pas difficile. D'accord? D'accord, Voilà, parfait. voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, C'était très merci à intéressant. vous. Moi aussi, Merci à vous. j'ai eu beaucoup de nouvelles informations. Merci beaucoup, Alhamdulillah. docteur. Merci Je vous en pour ce prie. live. Merci pour le partage. Avec plaisir. Et probablement la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui, bien sûr, Yeah. lundi prochain, bien sûr, lundi prochain Ben, avec un nouveau live et un j'ai- nouveau sujet. j'invite à vos auditrices et vos femmes à proposer des sujets donc pour la semaine prochaine. Oui, D'accord? exactement. D'accord, Voilà. merci beaucoup, docteur. Très Merci. bonne soirée, très bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Hop là.